Et comment tu mais le staff, les acteurs de cette pièce de théâtre? Comment, quand vous conceptualisez, quand à un moment donné vous allez faire pas forcément de la décoration, mais de l'architecture d'intérieur, vous allez essayer de créer un volume, créer un espace, créer une expérience, créer une atmosphère, est-ce que vous intégrez les acteurs qui sont le staff, et comment ça se caractérise en termes d'exercice? De toute façon, c'est pas concevable de ne pas les intégrer. Je dis pas forcément il faut les écouter, ça ne veut pas dire qu'il faut leur demander leur avis, c'est pas la même chose, hein. Mais comprendre comment ils fonctionnent. Le staff, s'il est heureux de son hôtel ou du produit qu'il va promouvoir, il y sera bien de toute façon. Ça, c'est une première chose. Donc quelqu'un qui est bien, en principe, il délivre un bon service. On est dans des métiers de service. Et comme j'ai souvent dit dans certains pays qui ne comprennent pas bien, servir n'est pas s'asservir. Servir, c'est une relation à l'autre qui est une jolie relation. Donc ça, c'est absolument fondamental. Donc il faut absolument affranchir avec l'évolution des technologies et du reste, le staff, de fonctions qui n'ont pas d'intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, donner une carte et prendre la carte de crédit, etc., c'est pas une relation intéressante aujourd'hui. On attend autre chose. Donc, il faut effectivement faire que cette partie-là soit le plus simple possible pour pouvoir se donner à l'autre. Et ça, c'est plutôt la digitalisation qui va accompagner ça. Mais vous l'avez sur les produits aussi. C'est-à-dire que des produits faciles à maintenir vont réduire les temps de maintenance et vont faire que votre produit, il va rester à un très bon niveau de qualité, d'état et facile à entretenir. Probablement sur tout son cycle jusqu'à ce qu'il soit rénové. Alors, un cycle, ça va être selon le type d'hôtel et de chambre, de 7 ans, 8 ans jusqu'à 12, 15 ans. Mais tu crois qu'aujourd'hui on peut faire encore 12, 15 ans, tu crois? Ah oui. Moi j'ai l'impression que les modes elles changent tellement rapidement avec on va dire le standard Ikea partout dans le monde. En gros, qu'on prend une photo d'un appartement Airbnb aux quatre coins du monde et il finit par ressembler à un showroom Ikea. Oui. Et on a une espèce d'harmonisation de cette logique du design ou autre, mais on a l'impression que ça change beaucoup plus vite, quoi. À un moment donné, le rouge va être un élément majeur dans l'habitat, et puis tout d'un coup ça va être le bleu, et puis tout d'un coup ça va être le pastel, le mauve, le machin, enfin voilà, ça bouge pas plus vite que ça. Non, les modes ont toujours existé, plus ou moins vite, mais elles ont toujours existé. Non, la grande mutation profonde, c'est la conception du volume, le layout dans notre jargon, hein. C'est comment on met cette relation chambre, salle de bain, services généraux, etc. Parce que ça c'est la boîte, et ça coûte cher à faire. Si on ne se trompe pas là-dessus, on sait que notre hôtel il va durer, avec les nouvelles données que je viens d'expliquer, c'est au moins 50 ans dans sa structure. Ça, c'est la première chose. Donc, on sait qu'on ne mettra pas beaucoup d'argent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs, pour le coup. Ah, mais si on prend les dossiers comme ça, c'est une certitude même. Bon, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Après, on a des éléments incontournables qui sont la douche, le machin, etc. La boîte, elle est relativement pérenne. C'est-à-dire, si vous faites un bac à l'italienne, vous n'allez pas changer de carrelage. Ça n'a pas d'intérêt, sauf si vous mettez des carrelages dont on va se lasser au bout de... Mais c'est le rôle du concepteur d'éviter ça. Mais après, on sait habiller l'histoire. Et quand tu évoquais les couleurs, par exemple, changer des coussins, changer une assise, changer une tête de lit, etc., c'est normal. De toute façon, ça fait partie de ces produits qui ont un cycle de vie plus court que les autres. C'est-à-dire qu'effectivement, en 4-5 ans, ou 3 ans pour certains produits, comme les coussins, tu vas les changer de toute façon. Donc, changer, adapte-toi aux nouvelles couleurs, adapte-toi aux nouvelles matières. Mais fondamentalement, la boîte, les gens, le lit, ça reste le lit. Je veux dire, si tu t'es pas trompé de cote au départ... Donc, en gros, si je résume, je prends une chambre, je la retourne, tout ce qui tombe pas doit durer 50 ans, tout ce qui tombe, on peut le renouveler peut-être plus régulièrement. Oui, il y a des cycles différents, absolument. Et ça, c'est assez fondamental. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Quand je vois des appartements aujourd'hui se construire ou des hôtels, et que je vois le layout, le plan, qui est déjà périmé, je me dis, mais le fric, il part à la poubelle, là. Parce qu'un jour, il va falloir remettre ça en question, et c'est pas possible. Et la vraie bataille aujourd'hui qu'il faut comprendre, on veut des produits de plus en plus différenciés et différenciants. Et c'est pas hasard si les produits qui sont successful sont tous des produits qui osent être différents. Ça, c'est la première chose. Et en période de crise, et la crise, elle est là, et elle va tourner, elle sera un jour en Europe, le lendemain, elle sera là-bas, etc. De toute façon, on va certainement connaître une crise quasiment permanente. Dans le monde, elle sera une crise tournante, mais elle sera permanente. Il y a deux solutions. Soit tu te bats sur le prix, parce que tu as le même produit que le voisin, et donc il va falloir vendre moins cher. Ce qui est quand même pas une bonne solution. Soit ton produit est différent, parce qu'il est fondamentalement dans une autre voie, et le client il ira chez toi parce qu'il aime, ou il viendra pas chez toi parce qu'il te déteste. Mais quand tu as 100, 200 ou 300 chambres,
sur une ville, ça pèse pas lourd. Tu auras toujours les 200, 300 personnes qui sont intéressées. Et ceux-là, ils viendront chez toi, ils regarderont pas le prix. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont prêts à mettre n'importe quoi, mais ils seront pas à chipoter avec le voisin. Oui, il y a une vraie différence, donc il y a un vrai marqueur qui fait qu'on peut raconter une histoire en termes marketing et de prix qui est différente d'un autre produit. Voilà. Il y a une vraie différence. Exactement. Quoi. Et c'est cette histoire, j'insiste toujours, il faut l'écrire très en amont avec le maître d'ouvrage, avec le client, parce que c'est pas le rôle de l'architecte de l'écrire ça. Faut pas se tromper, l'architecte, il est souvent jugé parti. Donc il faut dire, voilà ce que je veux être, voilà mon positionnement, voilà, et ça typiquement c'est vos études, et voilà ce que je ne veux pas être. C'est-à-dire être un individu à faire, ou être en couple, c'est pas être en famille ou en groupe. Parce que on peut pas faire papa-maman, ça marche pas. En tout cas, c'est plus ce que veulent les gens. Et ça me fait penser à cette évolution de la salle de bain, où de plus en plus dans les hôtels, on voyait des salles de bain avec un miroir entre la chambre et la salle de bain. Je me dis pour les congressistes qui viennent entre collègues, c'est un peu difficile. Là, il faut choisir son segment de marché. Pour le coup, on ne peut pas ratisser large. Oui, mais moi, j'ai toujours été contre cette démarche-là, parce que je pense qu'on est passé de la salle de bain fermée, souvent sans vraie lumière du jour, et un centre de designers se sont amusés un petit peu librement à ouvrir la salle de bain sur la chambre. Moi, je crois que le choix, il n'est pas là. Le choix, c'est de pouvoir ouvrir ou fermer la salle de bain. C'est ce que je dis, la flexibilité de l'espace. C'est-à-dire qu'on peut choisir, encore une fois, selon vos biorhythmes, selon qu'on soit seul ou pas seul, de s'enfermer ou de s'ouvrir. À partir du moment où vous faites ça, il n'y aura jamais aucune réclamation, parce que deux congressistes, s'ils peuvent fermer leur salle de bain ou occulter l'élément vitré, vous répondez à la problématique. Si vous ne pouvez pas, effectivement, vous allez enfermer le système. Donc, et surtout, le même individu, on l'a prouvé, dans le même volume, dans un cas, il voudra s'enfermer pour se recocooner, renaître, quand ses biorhythmes, par exemple, sont down, et le même individu, quelques semaines après, il va au contraire ouvrir. Et donc, ça, c'est vraiment donc la chambre doit être caméléon. Elle doit s'adapter au moment, au rythme que la personne ressent. Je suis dans un moment où j'ai envie de m'ouvrir, etc. Je vais être dans une circulation des énergies un peu différente dans la chambre. Et je peux être dans d'autres moments où je suis plutôt concentré, je travaille, etc. Alors ça, c'est vrai aussi sur les services généraux, mais pour revenir à la chambre, c'est absolument fondamental. À partir du moment où on est capable d'imaginer la boîte, encore une fois, je ne parle pas de design, si la boîte est conçue comme ça, avec cette flexibilité, ça va vous offrir une chance. C'est-à-dire, en semaine, l'individu à l'affaire, il va être là-dedans, il va dire, tiens, c'est sympa, j'ouvre ma fenêtre, ou je fais coulisser mes portes, enfin, je sais pas quoi. Bon. Il va dire, mais non, c'est quand même vachement sympa, ça, comme la grande douche, le machin, peut-être revenir avec ma femme ce week-end. On scénarise. L'architecte d'intérieur qui va concevoir l'espace, à partir de ces données, il devient metteur en scène. Et metteur en scène, aujourd'hui, c'est devenu facile parce qu'on a les technologies pour. La technologie LED, les technologies de variation chromatique, les technologies olfactives, les technologies permettent de faire que si vous avez deux espaces séparés, il n'y a pas de problème. Si vous les réunissez, vous avez une harmonie globale. C'est-à-dire que ça, encore une fois, pour qu'il y ait révolution, et on est dans une révolution, l'industriel au virtuel, il faut qu'en face de la révolution et des contraintes, on ait des réponses. Or, il s'avère que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a des contraintes, encore une fois, de taille, de machin, etc., énergétiques, et on a la réponse en face. C'est-à-dire que ne pas le faire, c'est soit ne pas être compétent, ce qui, encore une fois, malheureusement arrive, soit ne pas avoir cette espèce de prévision de là où on va aller demain. Toi, en fait, quand tu regardes, et bien sûr, l'idée, c'est pas de donner des leçons ou de juger quiconque, mais tu as quand même l'impression que globalement, on sort d'une période de 15 ans où tout le monde était dans sa zone de confort. C'est-à-dire que le concept standardisé, industrialisé, donnait un cadre et tout le monde restait dans cette zone de confort sans essayer de se dire il faut le faire évoluer doucement, il faut oser la différenciation en termes de produits et ne pas le faire, c'est peut-être un peu stupide parce que finalement, ça ne change pas forcément en termes de coûts, ça ne change pas forcément en termes de temps de construction, ni rien. C'est juste de prendre le temps d'aller conceptualiser les choses un peu différemment et de oser de sortir sa zone de confort. Oui, mais alors ça s'explique aussi. On va pas critiquer, ce serait un peu trop facile. D'abord, a posteriori, c'est facile de dire, il y avait qu'à. Toujours. Alors cela dit, il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon. Ça fait quand même presque 20 ans que j'ai fait les concept rooms, et que les premières concept rooms étaient déjà dans cette logique à l'époque, en disant l'espace va évoluer, et elles servaient à faire dormir des gens qui, le lendemain, allaient nous dire c'est bien, c'est pas bien, j'aime, etc. Et vous le savez fort bien, ça a été un succès monumental parce qu'effectivement, le fameux mot ne demande pas aux gens s'ils veulent une voiture. Je veux un cheval qui court plus vite, Henry Ford. Typiquement, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander au client ce qu'il attend. Par définition, il ne le sait pas.
Donc il faut lui apporter, lui faire tester les solutions, qui sont les solutions de demain, et puis il se dit, finalement, c'est pas mal, ça marche, hein. Et j'y suis bien. Et ça devient une évidence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire que des réflexions sur, justement, l'évolution sociétale, les rapports de dimension, de hauteur, les plans vasques sont montés, on a grandi, donc c'est tous ces trucs-là qu'il faut avoir. Et une fois qu'on fait cette espèce d'énorme mélange, l'écriture, elle devient évidente. Et c'est une fois seulement que cette écriture est devenue évidente qu'on va la transmettre. Et qu'on va la transmettre justement aux prestataires concepteurs, qui soient archi d'intérieur, décorateurs, designers, paysagistes, etc. Parce que l'histoire, on leur a déjà écrite, on leur a donné un cap. Ils vont s'inscrire dans ce cap avec les fameuses contraintes dont tu parlais, dont on a besoin. S'il n'y a pas de contraintes, l'exercice, il n'a pas d'intérêt. Et surtout, on ne sait pas à qui on s'adresse. Tu sais, ça me fait penser au téléphone portable. À l'époque, je sais pas si bien sûr tu t'en souviens, mais l'idée, c'était d'avoir le téléphone le plus petit possible, etc. Et quand on demandait aux gens, jamais ils ont dit qu'ils voulaient avoir un téléphone tactile. Et maintenant que le téléphone nous permet de regarder un peu la télé, qu'il est tactile ou autre, du coup, il est devenu beaucoup plus grand. Alors qu'on était à la course au téléphone le plus petit possible. Alors, il y a eu ça, et il y a surtout quand même... en fait, on ne sait pas ce qu'on veut jusqu'au moment où on y est confronté, quoi. Ah oui, non, mais et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, cette évolution, personne quasiment ne l'a vu venir. Et le seul qui l'a annoncé il y a presque 30 ans, c'est Steve Jobs, qui avait annoncé la tablette. Ouais, donc ça fait partie de ces types qui ont cette approche, cette analyse de l'évolution des comportements et des usages, et rêvent tout haut. Et malheureusement, il n'y en a pas assez. Mais après, il faut l'exécuter. Ça, c'est notre histoire. Il faut convaincre les gens. Parce que lui, il est un peu dictateur quand même, hein, pour imposer ses idées. Oui, parfois c'est utile, mais je crois que la meilleure solution n'est pas là. La meilleure solution, c'est le principe des concept rooms, c'est-à-dire j'ai des idées, par exemple l'olfactif, on va le mettre, on va bien voir si les gens ça leur plaît. Les LED, etc. On va essayer, le lit est plus grand, la douche est comme ci, comme ça. En 96, on a mis la première télé dans un écran, dans un miroir, dans la salle de bain. Donc on a un vrai effet waouh, quoi. Ah bah c'est pas ça, c'est qu'en plus c'était une vraie fonction, parce qu'avoir une télé et une salle de bain, à moins de la foutre au plafond, les problèmes d'eau, d'humidité, de machin, etc. Donc là on avait résolu le problème. Donc en même temps il y a Ah mais t'es pas fair play, parce que tu dis pas que ça coûte plus cher la télé qu'on met dans les salles de bain que la télé qu'on met dans la chambre. C'était vrai à l'époque, ça l'est plus aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, il n'y a plus de différence, c'est vraiment l'étanchéité de ce que tu vas faire. Bah oui, parce que les courants ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que les télévisions avant, elles étaient sur du 220 systématiquement. Aujourd'hui, tu arrives à avoir des écrans sur des bas voltages. Donc, c'est moins contraint. Voilà. Quand on a appliqué la technique et la technologie, encore une fois, ça a été fait avec mon équipe et Natacha Froger, la première cabine douche au monde, la Concept Room de Bercy, était une cabine en Privalite. Privalite, c'est ce produit distribué en Europe par Saint-Gobain, qui est né en Asie, et on appuie simplement sur un bouton et ça devient opaque. Ça veut dire que quand tu es dans ta chambre, si tu es deux, hop, tu pacifies ta douche, personne ne te voit. Mais par contre, à Bercy en l'occurrence, on est au 10e étage, quand tu prends ta douche et que tu as 10 km de scène devant toi le soir avec la magie de la ville, c'est là où tu marques la personne profondément et qu'elle va revenir, parce que c'est des souvenirs que tu ne peux pas oublier. C'est une signature en termes d'expérience, quoi. Ah bah oui, c'est-à-dire que tu touches à la sensibilité des gens, à la sensorialité, à l'émotion. Aujourd'hui, il n'y a pas de produit s'il n'y a pas d'émotion. Faut pas se tromper, l'émotion, elle est chacun a son goût. Mais fondamentalement, c'est vital. Et le fait de laisser le choix à la personne d'ouvrir ou pas ouvrir, si on ne lui laisse pas le choix de l'émotion qu'elle a envie de vivre, c'est quoi, je veux dire. Et on a mis le premier système de son sur faux plafond, aucune enceinte. Donc on était dans une espèce de boîte caisson musicale qui était très très doux, très enveloppant. On a eu le premier écran au monde dans cette chambre, qui est un écran sur la vitre, qui est un écran holographique. D'accord. Et ça, c'était il y a 15 ans. C'était avant Mélenchon. Oui, avant Mélenchon, absolument. Non mais c'est ça, mais il y a 15 ans. Donc voilà, et simplement parce que j'avais vu ces produits, et je me dis ça c'est pas possible, pour demain c'est génial, tu es dans ton lit face à Paris, et au milieu, parce que c'est tout vitré la chambre, au milieu de ta vitre, crac, paf, t'as ton écran. Et tu vois à la fois la ville et tu vois ton film, tes infos, ton machin.